Aveuglement israélien, égarement français, ce sera le titre de notre grande soirée qui débutera, je vous le promets, vraiment à 20h30 tout à l'heure et que j'animerai en compagnie d'Edoui Plenel. La première partie sera évidemment consacrée à la situation au Proche-Orient avec l'envoyé spécial de Mediapart, Pierre Puchot, qui revient de Cisjordanie. Et puis dans une deuxième partie, on parlera de la situation en France et de l'attitude du gouvernement français. Mais pour l'instant, c'est une émission que vous connaissez bien, qui commence avec un quart d'heure de retard et qui se poursuivra à peu près jusqu'à 20h. C'est Retour sur nos enquêtes avec deux journalistes de la cellule d'investigation de Mediapart. Mathilde Mathieu, bonsoir. Fabrice Arfi, bonsoir. Retour sur nos enquêtes, c'est l'actualité du jour. C'est l'article de Fabrice Arfi de ce matin consacré donc au nouveau rebondissement dans le dossier des écoutes visant Nicolas Sarkozy, puisqu'on apprend que la police, en lisant Fabrice Arfi, a perquisitionné son avocat, Maître Herzog, et qu'elle est tombée sur le fameux second portable caché qu'il avait acheté pour communiquer avec son client. Et puis une enquête de Mathilde Mathieu, alors ça a du bon, les nouvelles lois sur la transparence, parce qu'on découvre de façon extrêmement détaillée ce qu'on savait déjà d'une certaine façon, mais on n'en avait pas les preuves. Alors, qu'est-ce que c'est, Mathilde, que la loi, pour reprendre les choses du début, HAT, qui permet une telle transparence sur les emplois des parlementaires ? Alors en fait, c'est un ensemble de lois qui ont été votées après l'affaire Cahuzac, donc un peu grâce à Fabrice. Ce sont les lois sur la transparence et elles ont créé une haute autorité qui s'appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à laquelle les parlementaires, les ministres, les hauts fonctionnaires, tout un tas d'élus locaux, plus de 8000 personnes en France, doivent maintenant adresser leur déclaration de patrimoine et d'intérêt. Et donc, la semaine dernière, les déclarations d'activité, d'intérêt des parlementaires ont été publiées pour la première fois en France. Et donc, on voit apparaître un certain nombre d'informations qui sont non seulement rigolotes, amusantes à décrypter, mais très intéressantes, à la fois sur l'identité de leurs collaborateurs parlementaires, c'est-à-dire les petites mains qui travaillent dans l'ombre au Parlement, dont on ne savait rien jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'identité de ces milliers d'assistants parlementaires était tenue au secret. Assistants, attachés parlementaires. Absolument. Ceux qui préparent les amendements en coulisses, ceux qui, en circonscription, tiennent la permanence, etc., qui sont à peu près 2200 à l'Assemblée, un peu moins au Sénat. On savait, parce qu'on les croisait, pour ceux qui travaillent à l'Assemblée, par exemple, que des épouses, des enfants étaient salariés par les députés, mais on ne savait pas précisément combien, on ne savait pas qui, etc. Et donc, dans ces fameuses déclarations d'intérêt des parlementaires, il y a le nom des collaborateurs, puis il y a d'autres informations sur lesquelles on reviendra tout à l'heure qui sont très intéressantes aussi, qui sont les activités lucratives, notamment qu'exercent les députés, les sénateurs à côté de leur mandat. Commençons par la répartition de l'enveloppe, ce qui donne ces fameux emplois familiaux, pour reprendre l'expression. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données qui sont désormais publiques, les noms de ces collaborateurs, et on y a ajouté des informations qu'on a récupérées nous-mêmes, parce que ces déclarations, elles ne sont pas tout à fait complètes, elles ne sont pas précises, c'est-à-dire qu'on a une identité, un prénom, un nom, monsieur Truc et l'assistant du député X, mais les députés ne précisent pas si c'est leur épouse, un enfant, s'il y a le moindre lien familial, à quelques exceptions près, il y en a qui l'ont fait. Mais donc, on a fait un travail de décryptage, on a complété et on est arrivé à une liste de 115 députés qui emploient qui leur épouse, qui leur fils, qui la cousine, etc. Ce qui est quand même un chiffre étonnant. Sur 5 ? Ça fait, oui, au moins 20% des députés. Et encore, on n'a travaillé que sur le premier semestre 2014, c'est-à-dire les assistants parlementaires qui ont été rémunérés à un moment donné, depuis janvier, par un député, soit en CDI, soit en CDD, soit à temps partiel, soit à temps plein. Et rien que ces 6 mois-là, on est déjà à 20% des députés qui ont usé de cette possibilité. Donc si on extrapole, on se dit sur un mandat, combien de députés, à un moment donné, font travailler leurs proches, ça doit être impressionnant. Bien, on leur donne une enveloppe mensuelle, un peu moins de 10 000 euros, c'est ça ? C'est ça. Un député peut demander à l'Assemblée nationale jusqu'à 9 500 euros par mois pour rémunérer son équipe.
Donc, il peut prendre un seul collaborateur et le payer 9 000 €. Il peut en prendre 5, il peut prendre des temps partiels, etc. Et donc, il peut, dans cette équipe, intégrer son épouse, son fils. Il n'y a aucune interdiction. La seule règle qui s'impose dans ce cas-là, c'est que le salaire de ce proche est plafonné à la moitié d'enveloppe, donc à peu près 4 700 € maximum. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Alors, quand on lit votre papier, Mathilde, on se dit, d'abord, ce qui est le plus étonnant, c'est la réaction, parce que vous les avez au téléphone. Oui. Et alors, ils vous disent, mais c'est quoi, là? C'est la chasse aux sorcières? C'est l'Inquisition, c'est la chasse aux sorcières, bien sûr. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y en a marre de cette transparence, voilà. On pisse sur les godasses. Hein. Et puis sur le côté, mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas pas le droit de travailler en famille. Enfin, si j'estime que mon fils, ma fille... alors j'allais dire mon épouse, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce qu'il y a des députés femmes qui embauchent, parce qu'il y a un côté sexiste évident par-dessus le marché, qui embauchent leur mari comme assistant parlementaire? Ça montre bien où on en est de la place des femmes à l'Assemblée nationale. Hein. Je crois que j'ai compté 52 épouses assistantes parlementaires et que 5 conjoints hommes qui assistent leurs femmes députées. Voilà. Mais alors, je dois dire que moi, la première fois que je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'étais assez sensible aux arguments que développaient les députés pour dire mais où est le problème? Et puis, au fil du temps, j'ai vu où était le problème, j'ai compris. Et puis surtout, alors, on découvre aujourd'hui la masse. On découvre la masse. Je veux dire, mais il y a un seul argument que je comprends, enfin ou en tout cas je fais semblant de comprendre pour la bonne tenue de notre débat, c'est le côté, si je ne travaille pas avec ma femme, mon fils, ma fille ou mon mari, enfin mon mec, aucune importance, je ne le vois jamais. Parce que la politique, c'est comme ça. Ouais. Non, mais ça, c'est un argument. C'est faux mauvais comme argument. Mais oui, parce que, alors d'abord, n'importe quel Français pourrait dire la même chose. Moi, j'aimerais bien travailler avec mon épouse. Bon, les députés, par exemple, oui, pas tous, mais les députés qui ont voté. Oui, c'est ça, voilà. Mais beaucoup de Français font des métiers. Tous les députés qui ont voté l'ouverture du travail le dimanche. Ils ne sont pas demandés s'ils mettaient en péril la vie familiale. Bon. Mais surtout, ce qu'on peut leur répondre, c'est mais attendez. Vous cumulez beaucoup, les députés cumulent beaucoup, à la fois dans l'espace, donc avec des mandats locaux, à la fois dans le temps, ils font 3, 4, pour certains 5, 6 mandats d'affilée. Devenez raisonnable, limitez mandat unique au Parlement et limitez vos mandats dans le temps, 2 mandats, 3 mandats successifs. Vous retrouverez peut-être une vie familiale normale. Enfin, moi, c'est ce que je réponds à cet argument-là. Ouais, donc l'argument n'est pas tellement recevable. Non, alors après, beaucoup m'ont répondu, mais mon fils travaille, mon épouse travaille, il travaille même plus que si c'était quelqu'un d'autre, parce qu'en gros, ils me sont dévoués. Bon. Alors, c'est vrai, on en croise tous, des fils des épouses à l'Assemblée qui travaillent tard le soir, qui sont très réactifs quand on les sollicite, etc. Mais il y a aussi des cas qui posent énormément de questions, qui sont pour moi des emplois de complaisance, voire des emplois fictifs. Par emploi de complaisance, j'entends un sous-investissement évident dans le travail, une sous-qualification évidente, etc. On a parlé du cas de l'épouse de Bruno Le Maire, donc c'est un député UMP qui a été ministre. Il a salarié sa femme de 2007 à 2013. Sa femme est artiste peintre. Elle s'occupe beaucoup des enfants, il l'a beaucoup raconté. Quand Bruno Le Maire, en 2009, est devenu ministre, il a laissé son siège à son suppléant, avec lequel, d'ailleurs, à ce moment-là, il ne s'entendait pas. Bizarrement, Pauline Le Maire est restée l'assistante de ce suppléant. On comprend mal ce qu'elle a fait. Donc là, vous avez l'impression que c'est un salaire familial déguisé pour un emploi où le problème, comme vous le dites, de la compétence ou de la qualification se pose infiniment moins que le rapport conjugal ou familial entre les gens. Est-ce que je peux vous lire la manière dont Bruno Le Maire, en décembre 2012, parlait des journées de sa femme? Il était interrogé sur la place des femmes en politique, etc. Il tentait d'expliquer pourquoi il y avait peu de femmes dans la vie politique. Voilà ce qu'il dit de Pauline. Moi, je fais une expérience une fois tous les 15 jours. Que je recommande d'ailleurs à tous mes collègues, c'est que je prends la place de ma femme. Donc je passe une journée comme celle que passe ma femme, avec 4 enfants. Je me demande comment elle fait, parce que c'est épique quand vous avez 4 enfants. La crèche ferme à 17h30, il faut y être à 17h15. Ensuite, il faut aller chercher celui qui a 5 ans à l'école. Et puis avec les 2 gamins sous le bras, il faut aller au Cora, au Carrefour, faire les courses. Ensuite, il faut donner les bains. Or, la vie politique demande de la disponibilité totale. Bon, à ce moment-là, Bruno Le Maire vient de réembaucher, après les législatives, sa femme comme assistante parlementaire. Je n'ai pas l'impression que dans la journée de sa femme, il décrive le moindre travail parlementaire. Voilà. Donc, quand on l'a interrogé, il y a quelques mois, il a dit « mais j'assume ».
Bon, très bien, effectivement. De toute façon, il y a des plaintes de personnes. Mais il a mis fin quand même au contrat de son épouse. On a l'impression qu'il a quand même saisi qu'il y avait un petit souci, qu'en tout cas les Français étaient plus prêts à l'accepter. C'est aussi le cas de l'épouse de Nadia Copé, l'épouse de Jean-François Copé, qui depuis 6 ans est salariée à l'Assemblée nationale. Fabrice Arfi. Pourquoi, quand on écoute le récit de Mathilde, pourquoi Bruno Le Maire est en mesure, j'ai envie de dire quasi culturellement, de dire « j'assume » ? Parce que on est au cœur de notre problème français où nous n'avons pas de moyens de contrôle. Donc il peut assumer, parce qu'il n'y a jamais d'enquête judiciaire ou même administrative au sein de l'Assemblée nationale pour contrôler ça, alors que quand même nous parlons d'argent public. L'argent qui est donné, les 9 500 €, le seuil maximum qui est donné aux députés pour employer qui bon lui semble, c'est notre argent. Je ne veux pas faire de la démagogie, mais c'est l'argent public. À une période où on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture, faire attention, que les finances publiques sont grevées, etc. Bon. Mais sauf qu'il n'y a jamais eu d'enquête judiciaire. Avec Mathilde, on parlait avec des magistrats ces dernières semaines qui nous disaient, d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué. Quel type de délit ? Des détournements de fonds publics, mais on nous dit que, en fait, les députés, il faut les prendre comme des espèces de toutes petites entreprises. Donc ça n'est plus tout à fait de l'argent public. Bon. Et donc on est dans une culture française où un député peut vous dire publiquement « j'assume » de donner autant d'argent mensuellement, c'est-à-dire x12 annuellement, c'est considérable, c'est des dizaines de milliers d'euros, qui peut se faire x5, x6, x7, ça dépend les années, les durées des mandats des uns des autres. Bon, donc et on est sur des Fabrice et le piston dans les entreprises publiques, mais aussi privées, et à peu près dans toutes les branches. Ça existe bien et ça a toujours existé. C'est un argument qui revient au fil de l'enquête. Oui, mais c'est l'argument du pire pour justifier l'un peu moins pire ou le pareil. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc là, on est précisément dans un début de transparence qui nous permet de savoir, mais des autorités compétentes qui n'ont pas les compétences pour vérifier. Parce qu'il faudrait pouvoir enquêter, voir si les emplois sont fictifs ou non. Et ici, on n'est pas là, et Mathilde la première, pour dire qu'il ne faut pas employer sa femme, il ne faut pas employer son enfant. Si les gens sont compétents, si ils peuvent... Encore que, on va en discuter. Mais au moins que ceux qui le font de manière sincère et de bonne foi, on peut le dire, voilà, en effet, la personne est compétente, la personne travaille réellement. Donc, encore une fois, c'est toujours la même histoire. Le soupçon, ceux qui dénoncent l'ère du soupçon à cause de la transparence, se trompent complètement. Le soupçon, il naît de l'ignorance. Il ne naît pas du fait de savoir. C'est précisément quand on sait qu'on permet de clore le débat. Voilà. Et donc là, on est au milieu du chemin. Mathilde. Le Parlement européen a très bien compris ce que dit Fabrice. Depuis 2009, le Parlement européen a interdit d'embaucher ses parents proches. C'est prohibé. Avec quel argument ? Celui que même 5% d'emplois fictifs, ça alimente le soupçon, l'antiparlementarisme, etc. Donc ils ont interdit, parce qu'il y a non seulement l'argument de l'argent public, comme vient de le dire Fabrice, mais aussi celui de la qualité du travail parlementaire. Parce qu'il faut bien s'imaginer que l'enveloppe qui est destinée à la rémunération des assistants étant limitée, quand une épouse qui ne travaille pas prend une partie de l'enveloppe, c'est autant de moins pour rémunérer des vrais assistants qui vont faire du vrai travail. Dans le cas où c'est un... Donc, déjà en France, mais où c'est un vrai emploi fictif. En France, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Allemagne, il y a déjà très peu d'argent pour les députés pour rémunérer une vraie équipe. Voilà, il y en a déjà très peu. Mais alors, si en plus, une partie de cet argent va vers des emplois de complaisance, il ne faut pas s'étonner après que le travail parlementaire soit qualifié par tout le monde de médiocre. Que le CDD pour les fils et les filles est très porté. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est devenu un petit boulot d'été, genre soit mon assistant en juillet ou août. Voilà. Sauf que c'est la vacance parlementaire, donc il n'y a rien à faire. Alors, sincèrement, donc l'argument, c'est mais j'ai pris mon fils 1 ou 2 mois, il va me faire mon bilan de fin d'année. Donc on imagine très bien le fiston dans la permanence parlementaire, tout seul devant l'ordinateur. Au mois d'août, sans expertise particulière, en train de faire la synthèse. Enfin, c'est une tendance, quoi. Mais en tout cas, j'ai découvert qu'il y en avait pas mal, que ça semblait je ne sais pas si ça se multiplie, parce que comme on n'a pas de point de comparaison, mais en tout cas, c'est relativement fréquent. Il y a même un député qui t'a dit « mais mon fils a eu la mention au bac ».
quand même. Donc je Ouais, peux pour l'embaucher. expliquer ses compétences. C'est authentique, hein. C'est authentique. Ah oui, quand même. Mais est-ce qu'en même temps, il y a une prise de conscience? Parce que c'est à ça aussi que ça devrait servir. Bien sûr que ça sert le contrôle, mais ça devrait servir aussi à une prise de conscience. Bon, ben voilà, on arrête de faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'il va y avoir des déclarations et que ça va se voir. Il y a une espèce de réflexe de protection, quoi. C'est vraiment, ils sont à cran en ce moment, après les lois Cahuzac. Là, on parle des emplois familiaux, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels ils estiment qu'ils sont attaqués. La manière dont ils utilisent leur enveloppe de frais professionnels, la manière dont ils utilisent la fameuse réserve parlementaire, cette cagnotte de 140 millions d'euros qu'ils peuvent distribuer de manière discrétionnaire à des associations dans leur circonscription, etc., de manière clientéliste. Enfin, ils ont l'impression d'être attaqués de toutes parts. Et donc, qu'en fait, vous nourrissez l'antiparlementarisme presque. C'est C'est ce qu'ils finissent par vous dire. Vous faites le jeu du Front Oui, National. mais c'est toujours pareil. Exactement. C'est toujours le messager qui est attaqué. Il ne se rend pas compte que ce sont précisément ce type de comportement qui alimente l'antiparlementarisme. Et que l'opinion, voilà, les Français ne sont pas dévots. Les gens peuvent comprendre un certain nombre de comportements sincères, honnêtes. Et c'est normal qu'ils jugent et qu'ils sanctionnent, en tout cas, la morale publique, appelons ça comme on veut, les comportements qui ne sont pas honnêtes ou sincères. Et donc là, il y a encore une révolution culturelle à faire. On le voit, hein, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, au Parlement, en France, pour faire comprendre que la transparence, c'est un bien nécessaire. C'est pas un mal pour un bien, c'est un bien en soi. La transparence en démocratie, c'est la règle et le secret, l'exception. Et il faut s'y faire parce que une raison très simple et qui ont alimenté les débats d'Assemblée depuis la Révolution française, c'est que tous les gens dont on parle, ils nous représentent nous. Ils ne sont en quelque sorte pas seulement eux, ils sont nous. Donc c'est un état d'esprit du bien commun dont nous parlons. Et ils ont tendance à vouloir s'en échapper, s'en soustraire, parce que ce serait le début de l'œil de Moscou, De la chasse ou aux sorcières. de la chasse aux sorcières. Voilà, mais c'est un argument pour ne pas avoir à répondre de leurs propres actes. Ce qui leur pend au nez, en fait, aux parlementaires français, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne il y a quelques années. Il y a un scandale énorme qui a été révélé par le Daily Telegraph autour des notes de frais des parlementaires britanniques. Eux, c'est un système un peu différent de la France. Ils faisaient des notes de frais qui sont censées être professionnelles exclusivement. Ils se faisaient rembourser par le Parlement. Et le Daily Telegraph a découvert que beaucoup de ces notes de frais étaient totalement falsifiées, faisaient des fausses notes de frais. À l'issue de ce scandale, de semaines, de mois de polémique, c'est la moitié du Parlement qui a été dégagée. Bon. Et ce qu'on appelle le speaker, c'est-à-dire le président de la Chambre, Oui, ce qui n'était pas arrivé depuis 300 ans. Les leaders, et c'est une longue traîne, puisqu'il y a quelques mois, il y a encore un député qui a été envoyé en prison, donc la prison ferme. C'est Denis McShane, c'est un député, c'est un ancien ministre de Tony Blair, c'est une figure en Grande-Bretagne. Il a pris 6 mois de prison, dont 3 fermes, parce qu'il avait falsifié 15 000 euros de notes de frais. Seulement 15 000 euros, 3 mois ferme. Il avait falsifié, il avait fait des fausses notes de traduction, de recherche documentaire, des trucs, voilà. Et c'est intéressant de savoir ce que la Cour britannique, dans son jugement, a dit, puisqu'effectivement, la somme peut paraître symbolique. Elle dit qu'elle le condamne à 6 mois de prison à cause de la perte de confiance provoquée dans le précieux système démocratique. Voilà la manière dont la plus vieille démocratie au monde traite ce problème de fausses notes de frais. Et en France, il se passe quoi? Les députés ont toujours une enveloppe sur laquelle il n'y a absolument aucun contrôle, qu'ils dépensent de manière discrétionnaire. Ils refusent que la Cour des comptes, des fonctionnaires de l'Assemblée, s'ils le préfèrent, que quiconque, même le fisc, mette le nez dans l'usage de cette enveloppe pour frais professionnels qui sert, à peu près de 6 000, alors qui est de mémoire de 5 700 euros bruts. Bon. On a raconté dans l'affaire Cahuzac que Cahuzac avait utilisé ce compte. Que je comprenne bien, il n'y a pas de justificatif. Non. Aucun justificatif. Parce qu'on leur donnerait, bon voilà, vous avez droit à 5 700 euros par mois pour frais professionnels. Ouais. Okay. Ça compte sur un peut compte être de bancaire, l'essence comme des notes de restaurant. Mais des costumes, okay. pourquoi pas. Voilà, ok. Mais il faudrait qu'ils me donnent les factures. Fait, en arrivant à l'Assemblée, ils ouvrent un compte bancaire professionnel dédié à cet argent et l'argent tombe de manière automatique tous les mois, 5 700 euros, et ils en font ce qu'ils veulent. À la fin du mandat, ils sont censés rendre le surplus
extrêmement peu le font. À vrai dire, certains ont commencé à le faire à la suite des enquêtes de Mediapart, mais pour certains, ils cumulent jusqu'à, à la fin de mandat, 200 000 € de surplus sur ce compte qui leur revient. Ah, ça Et reste chez eux. Mais oui, ça reste, ils en font absolument ce qu'ils veulent. Et on a raconté dans l'affaire Cahuzac que ce compte bancaire spécifique, Cahuzac avait pu l'utiliser dans un magasin de sauna. On ne sait pas ce qu'il a acheté, mais dans un magasin qui vend des saunas, des piscines, des hammams. Bon, est-ce que ça, c'est un frais de mandat, un frais professionnel? On peut se poser la question. Valentine Auberti racontait dans Mediapart comment Pascal Terrasse, qui est un député socialiste, avait utilisé ce même compte bancaire pour payer des billets d'avion en Égypte, pour lui et sa famille, des tickets de cinéma, tout un tas de dépenses qui n'ont absolument, des bars, etc., qui n'ont rien à voir avec le ça mandat nous fait 3 de lignes, député. c'est-à-dire qu'il y a leur indemnité de parlementaire, leur salaire, pour parler comme tout un chacun. C'est à peu près de 7 100 €. Les 9 000 et quelques euros Pour les collaborateurs. pour embaucher des collaborateurs, parce qu'il y a un travail parlementaire. Absolument. Ils ont vraiment besoin de Pour le coup, cette collaborateurs. somme-là est minime, on peut estimer, par rapport au travail parlementaire qu'il faut effectuer. Et ensuite, il y a la dernière dont Et vous puis, venez de il y a parler, cette c'est la enveloppe ligne de frais professionnels. voilà, qui s'appelle l'IRFM, et qui, là, est vraiment à disposition du député. Et alors, ce qu'on découvre avec l'opération de transparence qui a été faite sur le Parlement, députés et sénateurs, 925 élus, c'est que pour un nombre non négligeable d'entre eux, en plus de ces 3 enveloppes, en plus de ce travail parlementaire, ils ont des activités extrêmement rémunératrices à côté, dans le privé. Je prends l'exemple, par exemple, parce que c'est peut-être le plus caricatural, de celui de Jean-François Copé, qui, alors qu'il était député, et même bien plus que ça, qu'il était président du groupe UMP quand Nicolas Sarkozy était président, c'est-à-dire qu'il était le patron des députés de la majorité, quand on fait la loi, quand on a le pouvoir de faire ou de défaire la loi, il émargeait dans un cabinet d'affaires qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand cabinet d'affaires parisien, qui s'appelle Gide, Loirette et Nouel, et ensuite à son propre compte en tant qu'avocat d'affaires, où il touchait en moyenne, accrochez-vous bien, entre 200 et 300 000 € par an. 200 000 ou 300 000 €. Le problème, c'est que quand on voit la déclaration d'intérêt de Jean-François Copé, qui sur 5 ans a donc touché, nous avons fait le calcul, près de 2 millions d'euros d'honoraires, nous ne connaissons pas, au nom du secret professionnel, ses clients. Et ça pose un énorme problème. Parce que comment voulez-vous enquêter, pas seulement la presse, mais aussi les autorités compétentes, sur les éventuels conflits d'intérêts d'un député qui est rémunéré, je dis n'importe quoi, par une multinationale du tabac, pendant qu'il fait passer avec son groupe parlementaire des amendements favorables au tabac. Là, on serait même plus que dans le conflit d'intérêts. On serait dans le trafic d'influence, voire même dans la corruption. Mais nous n'avons pas les moyens, nous, ce grand nous collectif, nous n'avons pas les moyens de le savoir, parce qu'il y a le sacro-saint secret des affaires, le secret commercial et le secret professionnel de l'avocat. Donc, on pourrait quand même mettre sur la table des propositions et dire que quand on est député et qu'on est, ou alors on ne fait que ça et on interdit le cumul avec les fonctions d'avocat, notamment d'affaires. Si on ne l'interdit pas, le secret professionnel saute pendant la durée du mandat et nous devons connaître quels sont les clients. Moi, il me semblerait logique que quand on est député, on ne fasse que ça. Alors en fait, mais je ne sais pas, même en temps humain, ça me parle. Il y a 2 solutions. Il y a dire on interdit toute activité lucrative annexe. Pourquoi pas? Les députés disent c'est une atteinte à leur liberté, etc. Il faut aussi parfois maintenir une activité pour, si on ne veut faire qu'un mandat unique, retravailler facilement derrière, etc. Moi, je trouve que ça peut être audible, ça dépend des professions, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est assez simple à mettre en place, que des sénateurs, des députés ont proposé, qui a été rejeté et mis sous le tapis illico, c'est de dire on plafonne les revenus parallèles. On dit c'est 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, mais grand maximum. Si vous voulez continuer une activité de médecin, gardez votre cabinet, votre clientèle, pourquoi pas, mais on plafonne. C'est l'indemnité de député, et puis 3 000, 4 000 € maximum. Ça a été proposé dans un rapport sénatorial, ça n'a jamais été mis en œuvre, ça n'a pas été intégré dans les lois Cahuzac. C'est, me semble-t-il, une solution possible. Mais quand même, parce que il y a un peu 2 sujets. Il y a jusqu'où la transparence. On peut quand même voir dans les déclarations d'activités annexes qu'ont remplies les députés que la transparence est parfois toute relative et qu'en tout cas, ils remplissent tout ça avec un peu de mauvaise volonté. Ici, vous avez la déclaration du député Jalton.
c'est pour le moins brouillon. On n'y comprend pas grand-chose, il faut une loupe. Si le français moyen remplissait sa déclaration au fisc comme ça, ce serait compliqué. C'est dingue que la HAT, la haute autorité, que la haute autorité député accepte. de quelle couleur politique et d'où, Alors pardon lui, je crois que c'est un socialiste, je ne sais plus de quelle circonscription. Il Celui-ci, remplit ça comme une fiche de sécurité sociale de ZZ dans Le Père Noël est une ouais, ordure. je Faites sais voir, pas, faites voir un peu. Ouais. Oui. Celui-ci, c'est pas mal non plus parce qu'il nous a donné, en toute transparence, le montant de ses rémunérations annexes, puisqu'il a des activités et du business, de l'ordre de 100 000 PLN. Alors PLN, c'est des zloty, c'est la monnaie polonaise, puisque sa société est en Pologne ou en Ukraine, c'est pas bien clair. Voilà. Celui-ci, un sénateur... intéressant, il a plein de participations financières dans des sociétés immobilières. Donc on lui demande, enfin la haute autorité lui demande quelles sont ses rémunérations liées à ses participations. Il répond, voire déclaration de revenus. C'est intéressant, sauf que nous, on n'a pas accès aux déclarations de revenus des parlementaires. Donc on ne sait pas combien il gagne. Il le met une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc. Donc il va être intéressant de voir, puisque c'est inédit comme exercice, ce que la haute autorité va leur dire. Il faut savoir que les députés qui omettent des informations sont, en théorie, susceptibles d'une peine d'amende et même de prison. Oui, parce que c'est devenu un délit maintenant, de mentir sans cette déclaration. Et le deuxième sujet, c'est une fois qu'on sait quelles sont leurs activités annexes, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que la haute autorité en fait. Il faut savoir que la haute autorité n'a aucun pouvoir d'injonction vis-à-vis des parlementaires. Elle en a un vis-à-vis des ministres, vis-à-vis des fonctionnaires, qu'elle a déjà utilisé pour dire là, monsieur, vous êtes en situation de conflit d'intérêts, soit vous abandonnez votre poste public, soit vous abandonnez votre activité privée, mais vous choisissez. Pour les parlementaires, la haute autorité n'a pas ce pouvoir. Donc les parlementaires vont continuer d'autogérer entre eux la gestion de leur conflit d'intérêts. On peut considérer, on doit pouvoir considérer en bonne démocratie, vous allez me dire si je me trompe, que justement parce qu'ils sont nos représentants, parce qu'ils sont des représentants du peuple, ils ne peuvent pas avoir une autorité administrative inquisitoriale au-dessus de leur tête. Ça vaut ce que ça vaut comme raisonnement. Mais ça doit être ça. Le principe de séparation des pouvoirs. Exactement, ça doit être le bout du principe de séparation des pouvoirs. Disons que ça peut se défendre, mais ça voudrait dire qu'il faut qu'il s'autorégule. C'est la seule solution. La séparation des pouvoirs ne peut pas être un blanc-seing pour l'illégalité, pour l'absence de contrôle. La séparation des pouvoirs, de l'esprit des lois, ce qui était écrit par Montesquieu, c'était que le pouvoir devait arrêter le pouvoir, que par la disposition des choses, je cite de mémoire ce qu'on apprenait à l'école, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc on ne peut pas justifier d'une règle sacro-sainte dans une république et la séparation des pouvoirs pour ne pas avoir un autre pouvoir contre soi. Puisque c'est ça le principe de la démocratie, c'est qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Et là, on voit bien qu'on nage dans une espèce de zone de non-droit, une zone grise démocratique française, où tout est autorisé, à tel point qu'il y en a qui arrivent même à l'assumer totalement publiquement. Et pour vous donner un autre exemple de ce qu'est un peu cette geste politique par rapport, et législatif par rapport à la transparence. On a parlé là de ce qu'on appelle les déclarations d'intérêt, c'est-à-dire quel député est lié à quoi, à qui, à quelle profession en dehors de son mandat, combien il gagne, l'argent, etc. Bon. Et il va y avoir, ça sera à l'automne, je parle sous le contrôle de Mathilde, les déclarations de patrimoine. C'est-à-dire que les députés doivent déclarer en préfecture quel est leur patrimoine, ce qui permettra... Ce qu'ont déjà fait les ministres. Oui, ce qu'ont déjà fait les ministres. Les ministres, c'est public. Les ministres, c'est public. Voilà. Mais les députés, qu'est-ce qui va... Il y a valu un certain nombre de plaisanteries sur des patrimoines assez énormes pour certains d'entre eux, et totalement ridicule, qui faisait en sorte qu'il ridiculisait un peu la déclaration quand on déclare un scooter. Alors, si on peut parler de ça, Mediapart avait raconté dans le détail comment un secrétaire d'État, Jean-Marie Le Guen, chargé des relations d'ailleurs avec le Parlement, a depuis 10 ou 15 ans dissimulé au fisc la valeur réelle de son patrimoine immobilier qui est très important puisqu'on est à peu près sur 700 000 euros. Quelles conséquences ça a eu, cette information ? Aucune. Le président de la République, François Hollande, a dit « non, mais comme il a promis qu'il allait régulariser, tout va bien ». Ah bon ? On a un ministre qui a triché, entre guillemets, pendant 10 ans
et tout va bien, ça n'a pas de conséquences. Mais comment vous voulez faire une pédagogie de l'impôt, de la beauté de l'impôt, cet argent qu'on se doit les uns les autres Disons la nécessité de l'impôt. Non, la beauté de l'impôt. La beauté de l'impôt. Mais bien sûr, après. La beauté de l'impôt. Mais qu'il soit trop élevé, l'impôt, chacun peut le considérer, mais il est trop élevé parce qu'on paye pour ceux qui ne payent pas. Donc je maintiens la beauté de l'impôt. Sur le patrimoine des députés et des sénateurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont déclarer leur patrimoine en préfecture. Les citoyens, notamment les journalistes, vont pouvoir le consulter, mais n'ont pas le droit d'en parler. Donc c'est une espèce de conception de la transparence à huis clos. Donc là, on est quand même un peu sur une démonstration, et on verra ce que Mediapart fera. Est-ce qu'on en parlera ou on n'en parlera pas quand on ira constater l'étendue des patrimoines de certains, puisque c'est normal qu'on se pose la question de savoir si un mandat électif et l'argent public a permis d'acquérir, grâce à l'influence, grâce à tout un tas de leviers possibles, un patrimoine qui est régulier ou pas irrégulier. C'est normal que les citoyens se posent ces questions. Un dernier mot, Mathilde? Oui, c'était juste pour ajouter un détail à ce que dit Fabrice. Comme le président de l'Assemblée nationale dénonçait une démocratie paparazzi. On serait des paparazzis parce qu'on s'intéresse au patrimoine des députés. La loi dit, ou plutôt le décret d'application, qu'en allant consulter ces déclarations en préfecture, on n'a même pas le droit de prendre des notes. Il faut arriver les mains dans les poches, il y a un fonctionnaire qui va nous surveiller, on va peut-être tourner les pages à notre place et on ne peut rien écrire. Voilà, c'est ça la transparence. Bon. Votre article du 27 juillet est donc en accès libre jusqu'à minuit, s'intitule « L'Assemblée a rémunéré 52 épouses, 28 fils et 32 filles de députés en 2014 ». Et puis Fabrice Arfi, on a eu d'autres nouvelles de Nicolas Sarkozy ce matin en lisant Mediapart. Donc on savait déjà qu'il faisait du scooter au Cap-Nègre. Sans casque. Voilà, sans casque. On savait aussi que c'était un très grand lecteur puisqu'il a donné une très grande interview à l'académicien Jean-Marie Rouard. N'oublions pas que d'après son épouse, il a 6 cerveaux. Voilà, dans Paris Match sur ses goûts littéraires. Mais il y a eu aussi une perquisition policière, c'est ça, chez son avocat, c'est-à-dire Maître Thierry Herzog. Alors, on connaissait l'existence de la perquisition puisque les faits datent de mars, mais ce que nous racontons aujourd'hui dans Mediapart, qui est un peu l'hommage de Mediapart à Louis de Funès, puisque le 31 juillet 2014, on l'a vu avec le débat d'avant, c'était l'assassinat de Jean Jaurès. Mais il ne faut pas oublier que le 31 juillet 2014, c'était aussi la naissance de Louis de Funès. Donc on voit là une espèce de transfert d'époque, le début de quelque chose et la fin d'une autre. Et pourquoi je dis cela? Parce que, et ça n'était pas connu jusqu'au papier de ce matin, lors de la perquisition chez Thierry Herzog, que ce soit dans ses domiciles ou ses bureaux à Paris et à Nice, on est dans ce qu'on appelle l'affaire, improprement d'ailleurs, des écoutes de Nicolas Sarkozy, comme si le problème c'était les écoutes, mais pas du tout. On appelle ça plutôt l'affaire Azibert. C'est comment Nicolas Sarkozy et son avocat ont tenté de soudoyer un haut magistrat de la Cour de cassation en lui promettant de l'aider à avoir un poste au soleil, une sinécure à Monaco, en échange d'informations confidentielles et illégales, et même des tentatives d'influence sur des procédures à la Cour de cassation en marge de l'affaire Bettencourt. Et cette affaire est née d'écoutes téléphoniques qui avaient été faites dans le cadre de l'affaire libyenne, et on a découvert que non seulement il y avait de possibles délits qui étaient commis par Nicolas Sarkozy, son avocat et ce haut magistrat sur leur ligne officielle, ce que rêvait en tout cas le contenu. Puis on avait découvert, tout le monde s'en rappelle, et les guignols de l'info en ont fait leur beurre pendant des mois sur Canal+, l'existence d'un Nicolas Sarkozy bis en la personne de Paul Bismuth, qui était la fausse identité de Nicolas Sarkozy pour utiliser un vrai faux téléphone portable, parce que lui et son avocat, Thierry Herzog, pensaient tromper la vigilance des juges, puisqu'ils se savaient écouter sur leur ligne officielle, ce qui là, en soi, est un délit, puisqu'ils ne devaient pas le savoir, mais ils sont tombés sur des policiers un peu plus malins qu'eux, et ils ont découvert leur conversation stupéfiante au téléphone, au point même que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog inventaient de fausses conversations sur leur ligne officielle, pensant tromper la vigilance des juges. Alors on raconte la meilleure quand même, parce que donc ce magistrat s'appelle Gilbert, voilà. Zibert, ouais. Et donc il a envie d'être... Alors j'ai d'ailleurs jamais compris exactement le poste à Monaco. C'est un représentant de la France. En fait, c'est des magistrats détachés, ce sont des magistrats français. Voilà. Monaco a sa souveraineté, en quelque sorte, judiciaire, et donc c'est l'administration de Monaco qui désigne des magistrats, mais il y a beaucoup de magistrats français qui sont détachés en poste
poste à Monaco. Et alors, ce qu'on raconte ce matin, c'est que pendant cette perquisition, les policiers avaient les comptes rendus d'écoute où ils voyaient que sur des vrais faux téléphones, Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy discutaient et mettaient en place un système organisé aujourd'hui frauduleux et même qualifié de corruption active. Mais ils n'avaient pas la matérialité. Pour pistonner Alzibert, pour le faire nommer voilà, à Monaco. En échange d'informations. Voilà. Mais ils n'avaient pas la matérialité, en quelque sorte, des téléphones. Et il s'est passé quelque chose qui est digne, je ne sais pas moi, du grand restaurant de Louis de Funès, où les policiers débarquent chez Thierry Herzog, ils font une perquisition, donc une escouade de policiers, et un enquêteur demande à Thierry Herzog, vous avez combien de téléphones portables? Et Thierry Herzog lui dit, j'en ai qu'un seul. Le policier insiste, vous êtes sûr, vous n'avez qu'un téléphone portable? Herzog, bien sûr, j'en ai qu'un, mais qu'est-ce que vous soupçonnez? Bon. Alors l'enquêteur fait une chose très simple, il numérote, il fait le numéro de téléphone du vrai faux téléphone, celui de Paul Bismuth. Et là, qu'est-ce qui se passe? À quelques mètres de là, on entend une sonnerie retentir dans le peignoir de Thierry Herzog. Et c'est là qu'il avait dissimulé. Alors ça fait rire, ça paraît anecdotique, c'est... Bon, je crois que ça fait encore beaucoup rire plusieurs mois après, au palais de justice ou dans une bonne partie dans les films, des policiers. Le truc, c'est le téléphone du mort qui est voilà. resté dans voilà, la là, et ça sonne dans le cercueil. Voilà, là, c'est Paul, voilà. Paul Bismuth qui crie de la salle de bain. Et ça peut paraître hilarant, anecdotique, voire même pathétique et salé, mais d'un point de vue policier, c'est important, puisque enfin, les policiers avaient en quelque sorte la preuve matérielle définitive que ce téléphone acheté sous une fausse identité appartenait bien à l'avocat du président. Et puis ils avaient aussi la preuve de son message éhonté devant eux. Donc voilà, là c'est un élément supplémentaire qui nous propulse encore dans ce sentiment d'impunité totale de ce qu'a été le sarkozysme vis-à-vis de la loi commune, puisque les écoutes, ce que Mediapart avait révélé en termes de contenu au mois de mars dernier, mais aussi Le Monde en juillet dernier, nous décrivent un système organisé qui, grâce à des taupes dans l'appareil d'État, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, à Zibert, mais que ce soit aussi dans les services secrets, est mis en place pour tenter de empêcher les juges qui traitent d'affaires sensibles et qui menacent l'ancien président de la République. Tout cela, c'est fini, on le sait comment, c'est provisoirement fini par la mise en examen de Nicolas Sarkozy et de Thierry Herzog pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Et ça a eu une conséquence formidable et que on peut voir en France, mais que je pense sincèrement nous ne verrions pas dans d'autres démocraties comme, je ne sais pas, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis, c'est que à main gauche, ça a provoqué une campagne d'une virulence inouïe, une campagne de dénigrement contre l'une des juges qui a mis en examen Nicolas Sarkozy au seul prétexte qu'elle était membre du syndicat de la magistrature, comme si les convictions citoyennes devraient être mises sous le boisseau vis-à-vis de l'indépendance judiciaire, première chose. Et deuxième chose, ça a provoqué et a accéléré l'idée du retour de Nicolas Sarkozy. Et il y a eu un très bon dessin du Canard enchaîné il y a quelques jours, où on voyait deux personnes qui discutaient comme ça au comptoir, et il y en a un qui dit « T'as vu, à chaque fois que Sarkozy dit qu'il revient, il y a une affaire qui sort. » Et l'autre lui dit « Mais non, tu te trompes, c'est à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort qu'il dit qu'il revient. » Et d'ailleurs, c'est tellement intégré cela, y compris dans notre profession, et c'en est dommage, qu'on a pu lire dans Le Figaro, qui a fait le 27 juillet un article qui s'appelait de mémoire « Les secrets du retour de Sarkozy » ou « Comment il va revenir ». Le journaliste Charles Jégu, qui prend très à cœur le suivi du sarkozysme, écrit pourquoi Sarkozy veut revenir. Il écrit, je cite, « Revenir pour mieux assurer sa défense face au juge. Revenir politiquement pour mieux assurer sa défense face au juge. » Je trouve que cette petite phrase est en soi, un peu comme le téléphone dans le peignoir, ce sont des petits événements qui sont en soi des révélateurs qui parfois sont beaucoup plus pédagogiques que n'importe quelle démonstration. Comment on peut concevoir que quelqu'un qui est mis en examen dans une affaire pour corruption, qui est cerné par un tas d'autres, que ce soit Bettencourt, c'est fini, mais Kadhafi, Big Malion ou d'autres, les sondages de l'Élysée, on peut concevoir que le retour sur la scène politique est une protection vis-à-vis des juges. C'est inconcevable. C'est en soi la définition de l'irresponsabilité. C'est-à-dire que là, on a un homme qui est prêt à engager son camp politique, ses amis, ses réseaux, de les prendre en otage pour se sauver lui personnellement
de la justice. Et donc, ça, pour moi, ça dit tout d'une espèce de conception démocratique que Nicolas Sarkozy a eue, d'abord extrêmement égocentrique et égotique, mais de crachat sur la justice. On est dans la toute-puissance, parce que ce que vous racontez, vous appelez ça des conversations Potemkin. Comme ils se savent écouter, son avocat et lui, ils savent qu'ils sont écoutés. Ils le savent illégalement. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une fuite. Illégalement, exactement. On ne sait pas qui leur a dit, mais quelqu'un leur a dit. Donc, ils font exprès d'avoir une conversation pour dire que finalement, ils ne pourront rien faire pour ce pauvre Alzibert. Parce que demander ça au monégasque, eh ben, c'est pas possible. Il n'a pas trouvé l'occasion, comme on dirait. En fait, on se rend compte qu'il y a tout un tas de conversations, notamment sur les faux téléphones, on va appeler ça les téléphones du peignoir, où Sarkozy dit « mais bien sûr, je vais aider Alzibert avec tout ce qu'il fait pour nous, on va pousser, évidemment. Il l'a bien mérité. Il l'a bien mérité, je vais voir le ministre d'État, je vais lui dire qu'il faut lui donner le poste. » Et puis, sur la ligne officielle, on a le même Nicolas Sarkozy, très Louis de Funès, hein. On boucle la boucle. En fait, tu sais Thierry, entre parenthèses Herzog, note de la rédaction, j'ai bien réfléchi, je ne vais pas le faire, etc. Or, on sait depuis le mois de février dernier que les deux ont pris un malin plaisir à faire ce qu'on a appelé les conversations Potemkin, des fausses conversations, parce que les juges écoutent. Alors ils se disent entre eux, bon, de quoi on va parler ? On va dire, bah, alors on va parler de l'affaire Bettencourt. Sarkozy dit, mais alors comment on fait ? Herzog lui dit, bah faut pas que tu aies l'air trop joyeux hein, sur le dossier. Ah bon, d'accord. Et voilà. Et donc ils organisent des fausses conversations. Sincèrement, on est entre je le disais, de Funès, mais aussi The Wire. On a quand même un ancien président de la République qui, comme un Stringer Bell, pour ceux qui connaissent The Wire, utilise des faux téléphones portables avec des fausses identités pour échapper à la justice. Sincèrement, tout ce que je dis là n'est pas un propos partisan de droite ou de gauche, mais comment on peut concevoir, y compris au sein même de l'UMP, et je crois qu'il y a beaucoup de responsables à l'UMP qui aujourd'hui ont compris qu'on ne peut pas laisser l'avenir politique d'un clan, voire même d'un pays, entre des comportements, enfin entre les membres de personnes qui ont des comportements pareils. Et c'est cela qui est formidable dans les affaires, c'est qu'au-delà du espèce de fait divers financier spectaculaire avec des gens connus, on a à chaque fois, soit par l'anecdote, soit carrément par les faits eux-mêmes qui sont gravissimes, des révélateurs comme un bain photographique, une photo qu'on met dans le bain de révélation, qui nous montre l'état de notre pays. Et on a appris aussi, Fabrice Arfi, qu'entre donc des lectures forcément un peu chronophages, puisqu'on parle de très grands auteurs, on ne lit pas Guerre et Paix en 2 minutes, quoi. Donc ça prend un peu de temps. Et puis les promenades à scooter au Cap-Nègre, et puis voilà, toute cette comédie et cette mise en scène du retour. On parlait d'activités lucratives. Nicolas Sarkozy donne des conférences aussi. Voilà, et la dernière en date, elle a été donnée dans un pays africain qui n'est pas vraiment une démocratie. Ah bon, on peut pas dire, non, c'est le Congo-Brazzaville, hein, donc qui est dirigé depuis de très nombreuses années, sans discontinuer depuis 1996 par un autocrate pur et dur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et Nicolas Sarkozy est allé donner une conférence rémunérée, on parle d'au moins 100 000 € pour 20-30 minutes de parole, à Brazzaville, dans le cadre d'un forum organisé par Forbes Afrique. Forbes, c'est ce grand magazine financier américain qui a une déclinaison africaine et dont les responsables de cette déclinaison africaine, notamment le directeur de la société éditrice qui est réfugié en Suisse, on présume pour des raisons notamment fiscales, sont aujourd'hui au cœur d'enquêtes judiciaires françaises dans une affaire extrêmement grave qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis, c'est-à-dire comment, et on retombe sur l'argent public, l'argent des citoyens, l'argent des contribuables, comment des dignitaires africains, et notamment Denis Sassou Nguesso et toute sa famille, volent l'argent public pour s'acheter en France des patrimoines faramineux, des hôtels particuliers, des dizaines de voitures de luxe, des costumes, 200 000 € de chemise pour Denis Sassou Nguesso. En costume, on a atteint plusieurs millions d'euros, des montres à 1 million. On est dans une espèce de flamboyance digne de Bokassa et de son sacre, sauf que tout cela, ce sont des délits financiers extrêmement graves. Et Nicolas Sarkozy, qui est mis en examen en France pour corruption dans l'affaire Alzibert dont on a parlé, il ne trouve rien de mieux que d'aller se faire rémunérer, d'aller faire une conférence où il parle en toute amitié avec cet autocrate qui est visé en France par une autre affaire gravissime, criminelle, qui s'appelle les disparus du Beach, dont on a pas mal parlé il y a quelques années sur Mediapart. Voilà. Donc, et que dit-il in fine, Nicolas Sarkozy, pendant cette conférence ? C'est, quand je parle en public, ça me donne des idées.
Encore ce côté un peu auto-centré où, en fait, ça vaut 100 000 euros. 100 000 euros pour dire, en fait, je vais revenir en politique en France. Donc là, encore une fois, on est dans une démonstration que le bien commun, on lui marche dessus pour se sauver soi-même. On est prêt à mettre le feu à tout, y compris à une certaine idée de la République, pour se sauver soi-même. Et ça, non, et puis ce qui est fascinant, c'est la coexistence entre ce que vous venez de nous décrire et par ailleurs la mise en scène presque sommaire, enfin qui a sa part de naïveté, la comédie du retour, quoi, où il est prêt à de nouveau faire don de sa personne à la France parce qu'il le faut bien. Mais voilà. c'est là où je crois vraiment, et sans donner quelconque impression ou sentiment de donner des leçons ou quoi que ce soit, mais je crois réellement que c'est là que la presse a un rôle à jouer. Et qu'on ne peut pas être, nous, journalistes, les victimes consentantes de la communication qui vise qu'à une seule chose, à nous éloigner des faits et du réel. Donc on ne peut pas parler de retour politique de Nicolas Sarkozy, qui est sûrement vrai, on verra à la rentrée, il a dit qu'il dira ce qu'il en est, mais sans mettre en contexte vis-à-vis de tout ce que nous décrivons des affaires de la corruption, du trafic d'influence et du reste. Et on voit que dans les articles, beaucoup, il y a des mises en scène qui sont faites où on oublie totalement de rappeler ça. Comme si on était dans un pur schéma de communication. D'ailleurs, les communicants, ils ont un mot qui, je trouve, dit tout, ils appellent ça des séquences. Des séquences comme au cinéma. C'est-à-dire qu'ils sont des metteurs en scène et on va faire gober un peu n'importe quoi aux citoyens pour le bon vouloir en fait d'un client. Il ne faut pas oublier que les communicants ont des clients. Et donc ces séquences de communication, ce sont aussi des séquences commerciales pour des personnes. Et là, nous avons un rôle capital à jouer. Et l'exemple de Nicolas Sarkozy qui est en train de dépasser son ancien maître Silvio Berlusconi en la matière, nous oblige, nous, journalistes, à rester extrêmement vigilants. Ça peut être Nicolas Sarkozy, mais ça peut être n'importe qui à gauche. Ce n'est pas une question partisane. Fabrice, Mathilde, merci beaucoup à tous les deux. À 20h30, dans une petite demi-heure maintenant précisément, ça sera le plateau consacré à Gaza que nous avons titré « Aveuglement israélien, égarement au pluriel français ». On parlera de la situation en Cisjordanie et à Gaza et on parlera aussi de ce qui s'est passé en France depuis maintenant un mois, c'est-à-dire des manifestations interdites, c'est-à-dire l'assimilation de toute réprobation de la politique israélienne, son assimilation à de l'antisémitisme pur et simple, accusation évidemment infâme, mais qui maintenant s'est décuplée depuis le début de l'opération israélienne. Et puis on parlera de la position du gouvernement français qui est très loin de la tradition plutôt équilibrée de la France vis-à-vis du Proche-Orient. On se retrouve dans 28 minutes. À tout de suite.